Écoutez, moi les lobbies, ça fait des années que j'en entends parler, les lobbies qui nous empêcheraient de faire, qui nous empêcheraient d'agir. Faut me donner un exemple, il faut me donner un exemple. L'État autorise un niveau de prix du Plavix 27 fois supérieur à l'aspirine. 27 fois. Le marché français, c'est 500 millions pour le Plavix. Si c'était de l'aspirine, ce serait 27 fois inférieur. La sécurité sociale accepte de rembourser un médicament qui n'en est pas un, qui n'a aucun intérêt, à un prix 27 fois supérieur à l'aspirine. C'est magnifique du point de vue commercial, c'est un tour de passe-passe de génie absolu. Regardez ici, on est au bord d'une rivière, un paysage plutôt bucolique, a priori rien d'anormal, sauf si on a un compteur Gégère. Il y a bien de la radioactivité sous mes pieds et elle n'a rien de naturel. Mais depuis des décennies, les autorités ne semblent pas s'en préoccuper, laissant les populations dans l'ignorance face au danger. 8 Français sur 10 ont confiance dans l'eau du robinet. Pendant 8 mois, nous avons parcouru la France pour savoir s'ils peuvent la boire sans danger. Officiellement, tout citoyen a droit à une eau potable sans risque pour sa santé. Officiellement seulement. Car dans de nombreuses communes, l'eau est contaminée. Partout en France, les distributeurs ajoutent de l'aluminium dans l'eau pour la rendre plus limpide. Parfois, en trop grande quantité. Maxi 2320 ? Je me rends compte que la santé de ces gens-là est en danger. C'est incroyable. Vous avez envie, vous, d'avoir une maladie d'Alzheimer ? Ben, pas moi. L'aluminium favoriserait la maladie d'Alzheimer. Près de 3 millions de Français ont bu au moins une fois de l'eau non conforme en aluminium. En Charente, à Eure-et-Loir ou en Seine-et-Marne, la population boit une eau interdite pour les femmes enceintes ou les jeunes enfants. On ne peut pas décemment continuer à ouvrir le robinet et avoir la pourriture qui nous sort du robinet. Il y a quelque chose qui est tout à fait intolérable. En 2008, 5 millions de Français ont consommé au moins une fois de l'eau non conforme en pesticides, malgré les risques de cancer. Dans d'autres régions, c'est le radon, un gaz hautement radioactif qui se diffuse dans l'eau du robinet. Il y a 255 000 becquerels par mètre cube. 255 000 becquerels par mètre cube, j'ai jamais vu ça nulle part. Les citoyens et les élus boivent une eau chargée en radon sans en être informés. On n'a jamais eu d'analyse de radon, en tout cas qui nous ont été communiqués, et on n'est absolument pas au courant de ces résultats. Le radon est cancérigène, mais la France ne mesure pas sa présence dans l'eau. Une nouvelle menace vient aussi d'être identifiée. Sans le savoir, les Français boivent une eau qui contient des médicaments. En Normandie, dans le centre, en Charente, en Île-de-France ou en Auvergne, nous avons recueilli les preuves de ces pollutions. Nous les avons présentées aux compagnies de l'eau. Enfin, c'est des trucs, ça ne doit pas sortir de la maison, ça. C'est pas des documents publics. Hein. Ce truc-là, là. Et vous avez quelqu'un en interne qui nous a donné ça. C'est pas des documents. Voilà, d'ailleurs, c'est un document interne. Nous avons aussi interpellé l'État, censé protéger notre santé. Est-ce qu'on peut couper l'émission? On coupe l'émission. Voilà, c'est tout. 40 millions de Français boivent régulièrement l'eau de leur robinet. Plongés à nos troubles dans ce produit alimentaire et ses poisons cachés. Pour moi et pour ma famille. Pour les plus fragiles. Pour tous. Nous pouvons faire des choix personnels. Pour nous protéger et protéger notre entourage. La grippe A H1N1 n'est pas une maladie anodine. Elle peut avoir des conséquences graves. On peut tous faire quelque chose pour en limiter la propagation. Contre la grippe, la meilleure protection, c'est la vaccination. Il n'y a pas beaucoup de matière active pour ce vaccin et donc du coup on a mis un adjuvant qui va stimuler les défenses immunitaires et du coup ça va un peu trop stimuler un certain nombre d'individus qui peuvent faire des réactions et développer des maladies.
On est dans des discours alarmistes et des campagnes de publicitaires. On veut une dynamique citoyenne où les gens aient tous les éléments pour prendre leurs décisions sereinement. La campagne de vaccination se déroulera progressivement. Vous pourrez vous faire vacciner dès que vous aurez reçu par courrier un bon de vaccination. Les gestes de chacun font la santé de tous. Stop au virus de la grippe. Pour toute information, connectez-vous sur pandémie-grippal.gouv.fr. Ce nouveau vaccin anti-H1N1 a été créé en un temps record, du jamais vu dans toute l'histoire de la vaccination. Lorsqu'on lui apprend qu'en France, les experts du ministère de la Santé ont établi la liste des personnes à vacciner prioritairement et qu'elle concerne notamment 800 000 femmes enceintes, il s'inquiète. Au moins l'un de ces vaccins contre cette nouvelle grippe contiendra du mercure, par exemple, ce qui est un poison très toxique, une toxine neurologique qui a été retirée de tous les vaccins routiniers pour les enfants, mais qui sera pourtant présent dans le vaccin contre la grippe AH1N1. Et je ne pourrai jamais conseiller à une femme enceinte de prendre un vaccin qui contient du mercure. Ce composé du mercure, utilisé comme conservateur dans les vaccins. J'ai négocié dans un contexte que vous connaissez de production mondiale limitée l'acquisition de vaccins à hauteur de 94 millions de doses avec 3 industriels, Sanofi, GSK et Novartis. Ça représente 1 milliard d'euros au point de vue coût. Ces contrats comportent d'autre part la pré-réservation de tranches conditionnelles supplémentaires de 36 millions de doses. C'est le geste que vous avez dû accomplir des centaines de fois l'hiver dernier, se désinfecter les mains avec du gel antibactérien, une action en fait inefficace dans la lutte contre la grippe A, selon une étude américaine. Pendant 10 semaines, 200 personnes se sont pliées à des tests. Sur les 100 qui ont utilisé un gel toutes les 3 heures, 42 ont attrapé un rhume, contre 51 dans le groupe témoin. De la même façon, 12 utilisateurs de la solution hydroalcoolique ont été infectés par le virus de la grippe H1N1 contre 15 chez ceux qui n'ont utilisé aucun désinfectant. Explication de ces résultats, selon les chercheurs, la transmission du virus se ferait davantage par voie aérienne. Pourtant, l'utilisation de gel a vigoureusement été recommandée par les autorités sanitaires. Pendant la pandémie de grippe H1N1, les fabricants de solutions antibactériennes s'en sont frottés les mains. Des millions de flacons ont été écoulés en quelques semaines. Le vaccin de la grippe va être excellent pour le marché des fabricants de chaises roulantes. L'homme vient de déposer une plainte contre X au tribunal d'Evry pour tentative d'empoisonnement. Il accuse le gouvernement d'être à la botte de l'Organisation mondiale de la santé. Je ne pense pas que nous ayons un gouvernement dans ce pays. Je pense que nous avons un certain nombre de marionnettes manipulées de bien plus loin que cela. Enfin, pas si loin que ça. L'OMS n'est pas très loin de Paris. L'OMS est du côté de la Suisse. Ce psychosociologue, comme il se présente, met en cause le squalène, cet adjuvant utilisé dans la composition du vaccin de la grippe A et qui, selon lui, aurait des effets secondaires dangereux. Cette huile de requin, déjà utilisée auprès des soldats de la guerre du Golfe, aurait d'après lui déjà fait de nombreuses victimes. Immédiatement après avoir pris du Tamiflu, ma température est soudainement montée en flèche. J'ai eu une grosse suée, j'avais chaud, mon visage était trempé et j'ai eu encore plus la nausée. On lui prescrit un traitement au Tamiflu et il est mort en réanimation dans la soirée. On développe un vaccin dans des conditions d'amateurisme que je n'ai jamais vues. Prenons l'hypothèse pessimiste, un décès chez 1000 patients. On va vacciner 60 millions de gens. Et bien vous allez avoir 60 000 décès, et cette fois-ci des gens jeunes, des enfants, etc. Donc vous êtes contre la vaccination? Bien entendu. Et on a découvert quand même que GlaxoSmithKline, pour accélérer le processus de fabrication du vaccin, avait exceptionnellement mis du mercure dans ces vaccins. Par ailleurs, aux États-Unis, les fabricants de vaccins ont obtenu une immunité juridique et donc, en cas d'accident, ils ne seront pas poursuivis. On a quand même dépensé 1,5 milliard, parce que n'oubliez pas qu'il y a les vaccins, mais il y a le Tamiflu. On a acheté des doses inimaginables de Tamiflu, dont on ne sait pas quoi faire, parce qu'on les a données aux pharmaciens pour qu'ils les donnent, et la date de péremption c'est avril 2010. Mais on a aussi acheté des millions et des millions de masques qui n'ont pas servi, des gels qui n'ont pas servi, ou peu. Donc on se retrouve avec quand même des dépenses qui sont l'équivalent de la totalité des dépenses ou des déficits plutôt des hôpitaux français. Ils nous ont vendu ces vaccins parce qu'ils ont dit au ministère, si vous ne les prenez pas maintenant, il n'y en aura plus pour vous.
Et donc le ministère est allé un petit peu fort, un peu loin, on a acheté 94 millions en se disant c'est toujours ça de prix si jamais c'est l'apocalypse. Je vous ferai remarquer aussi qu'au mois de juin-juillet, on nous annonçait entre 20 et 30 000 morts. Et là, c'était évidemment très anxiogène. On a un petit peu appuyé sur le côté anxiogène de la chose. Il aurait fallu à ce moment-là lire les publications anglaises, américaines, qui montraient que cette grippe était une grippe pandémique. Mais pandémique ne veut pas dire que c'est dangereux. Pandémique, ça veut dire que ça touche tout le monde. Pendant 4 ans, Patrick Van de Velde a mené des recherches sur une molécule baptisée RU 58668. Une molécule qui s'annonçait très prometteuse contre certains cancers du sein. Je voulais simplement vous expliquer un petit peu comment on a mené à bien cette expérience. En fait, c'est extrêmement simple, il suffit de prendre de la tumeur mammaire humaine que l'on implante chez la souris. Au bout de 3 mois, chez les animaux témoins, on avait ces tumeurs-là. Vous voyez, là, il y a 9 tumeurs qui viennent de 9 souris, ça remplit entièrement mon flacon. Ça, c'était les témoins qui ne recevaient aucun traitement. Ou alors, on traitait avec notre produit, le RU 58668. Je pense qu'à la caméra, on voit rien. Parce que les tumeurs sont ici, vous voyez, dans le fond. Elles sont 8 à 10 fois plus petites qu'au début du traitement. Ce produit-là, on l'a arrêté, simplement parce que derrière, il y a des gens du marketing qui ont dit « Oui, mais vous voyez, 600 millions de chiffre d'affaires, c'est pas suffisant. » Donc on l'arrête. C'est la loi du marché. C'est la loi du marché. On fabrique des médicaments comme on fabrique des aspirateurs. Le lobbying, ça consiste à faire les choses en amont, parce qu'une fois que les lois ou les décrets sont promulgués, c'est trop tard. C'est clair que ça influence. Je me battrai pour que les Français aient la meilleure alimentation possible. L'offre alimentaire qui est proposée aux Français, c'est une alimentation qui est extrêmement transformée par rapport aux aliments de base. Nous sommes aux environs de 18% d'adultes obèses. L'Union des annonceurs nous donnait le discours suivant, tenez-vous bien, la publicité n'a pas pour objet de faire vendre, pas du tout. Leur but, c'est aussi d'avoir des clients qui vivent le plus longtemps en meilleure santé possible pour acheter le plus longtemps leurs produits. On s'est déjà fait avoir avec l'industrie pharmaceutique. Et maintenant, c'est l'agroalimentaire qui vient nous faire de la prévention de santé publique. Mange 5 fruits et légumes par jour. Bouger mieux pour manger mieux, quelque chose comme ça. Manger, bouger. C'est 77 médicaments plus 12 classes de médicaments. Au total, donc 89 produits font l'objet d'une pharmacovigilance renforcée. Alors, il ne faut absolument pas parler d'une liste noire. La directrice adjointe de l'Agence française de sécurité sanitaire l'a rappelé tout à l'heure. La présence d'un médicament sur cette liste est même une garantie pour le patient, car cela veut dire qu'il y a donc une surveillance particulière. En aucun cas, donc, le patient doit suspendre ou arrêter son traitement sans en parler à son médecin. Alors, la directrice adjointe de l'agence a également rappelé que tous ces médicaments bénéficiaient d'une autorisation de mise sur le marché. Sur cette liste, donc, on trouve des médicaments que les autorités sanitaires ont jugé à titre préventif de renforcer le suivi, et puis parce que des signaux de risque ont été détectés. L'objectif, c'est donc de poursuivre les examens, les analyses, de faire des enquêtes, et puis éventuellement de restreindre les conditions d'utilisation ou de faire des communications à destination des professionnels. Alors, je ne vais pas vous faire la liste exacte de ces 77 médicaments. On trouve par exemple une pilule du lendemain, un vaccin contre le cancer du col de l'utérus, le Champix ou encore la pilule pour maigrir Ali. 2 produits également qui, eux, devraient bientôt être interdits. Le Buflomédil, Fonzilane également, qui est accusé d'avoir des effets cardiaques et neurologiques mortels. Et puis le Nizoral, un antimycosique qui devrait également être interdit prochainement. Dans ce cabinet médical, l'état d'esprit des patients a changé. Plusieurs médicaments mis sur la sellette coup sur coup, c'est toute une partie de la confiance qui s'est envolée. Certains ont choisi de limiter leur recours aux médicaments, d'autres s'interrogent. Déjà, quand on voit la liste des contre-indications, c'est déjà effrayant. Et puis après, quand on apprend que tel médicament peut entraîner la mort, moi, à un moment donné, j'étais prêt à plus rien prendre du tout. Certains l'ont fait, ils ont carrément arrêté leur traitement. Difficile alors pour le docteur de raisonner ces patients un peu trop pressés. C'est tout un calcul du rapport bénéfice-risque qui doit s'engager dans la plus grande humilité. La bonne réponse du médecin, c'est s'il sait
il répond. Si c'est pas, il dit je vais regarder. Je veux dire, un médecin, c'est pas omniscient. Moi, je crois qu'il faut accepter parfois de dire bon, bah, vous me dites ça, je vais vérifier et je vous réponds. Les généralistes peuvent se tourner vers leurs confrères, vers les spécialistes, vers les revues également spécialisées. Avec un bémol cependant, certains mettent en doute l'objectivité de ces publications, parfois dépendantes financièrement de l'industrie du médicament. Il a pris du Mediator pendant 7 ans. Aujourd'hui, il se sent trahi. Je suis vraiment épuisé de tout ce que je fais à la maison, même quand je me promène, je suis fatigué. J'ai pris ce médicament-là pour le diabète et cela m'a détruit et puis je vois que maintenant, ma vie pour moi est terminée. Le Mediator est toxique pour le cœur. Il a été retiré du marché l'an dernier après 33 ans de commercialisation. Pourtant, dès 1998, les autorités sanitaires ont été alertées des dangers potentiels de ce médicament, massivement prescrit comme coupe-faim, alors qu'il était destiné uniquement aux diabétiques. La preuve que le système français fonctionne mal, selon Jean-Marie Le Guen. Il y a des conflits d'intérêts qui sont ceux bien connus malheureusement, c'est-à-dire l'influence tout à fait disproportionnée de l'industrie du médicament dans toute la chaîne de soins. Il faut savoir que l'information des médecins sur les médicaments se fait essentiellement par l'industrie, que la formation continue des médecins et une partie de la formation initiale est très largement subventionnée par les laboratoires. Plusieurs plaintes ont été déposées. Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire. Entre 1999 et 2009, le Mediator a coûté 423 millions d'euros à la sécurité sociale. La caisse d'assurance maladie annonce qu'elle fera valoir ses droits contre le laboratoire qui a commercialisé le médicament. Pour la pneumologue Irène Frachon qui a dévoilé le scandale, la démarche est habituelle. La sécurité sociale a toujours cherché à ce moment-là à obtenir et obtient régulièrement le remboursement des frais engagés concernant le préjudice subi. Pour l'heure, le responsable de la CNAM étudie la possibilité d'intenter une action politique globale. Il pourrait donc se rallier aux victimes qui ont porté plainte contre le fabricant du médicament. Mais la procédure est longue pour monter les dossiers médicaux. Surtout, qui va payer? La question aujourd'hui, c'est de savoir si la sécurité sociale va prendre en charge les frais nécessaires pour réaliser les examens afin de savoir si les consommateurs de Mediator souffrent ou non d'une valvulopathie. De sa date de commercialisation à son retrait du marché, le Mediator a été utilisé par 5 millions de Français et pourrait être à l'origine de 500 à 2000 décès. Difficile de ne pas faire un lien entre la mutation de Nicole Bricq et l'affaire de la suspension des forages au large de la Guyane. L'ex-ministre de l'écologie s'était en effet opposé à l'exploitation des puits de pétrole dans cette zone, mais ils auront bien lieu. Une décision étonnante qui semble aller à l'encontre des convictions de Jean-Marc Ayrault et de plusieurs membres du gouvernement. J'ai ici une proposition de loi qui avait été signée à la fois par Jean-Marc Ayrault, par Christiane Taubira et par Delphine Batho. Et on disait non, on ne veut pas d'exploration et évidemment d'exploitation non seulement des gaz et huiles de schiste, mais aussi de l'offshore profond. Et c'est une proposition de loi qui est co-signée par Jean-Marc Ayrault, actuel Premier ministre. Absolument, absolument. Alors, comment expliquer cette volte-face gouvernementale? Il y a tout d'abord les élus guyanais qui étaient favorables à ces forages, les retombées économiques et fiscales n'étant pas négligeables. Mais ce sont surtout les lobbies qui ont su se faire entendre. Shell, qui avait engagé 250 millions de dollars dans l'opération. Son concurrent Total, qui l'a soutenu, mais aussi l'Union française des industries pétrolières. Tous ont su faire pression sur l'Élysée et Matignon. Sur la première décision, non seulement on renonce, mais en plus on rétrograde la ministre en charge de ce sujet. C'est des arrangements entre amis. Et c'est une forme de trahison à l'égard des électeurs. Le dossier va désormais être repris par Delphine Batho, la nouvelle ministre de l'écologie. La même qui, en juillet 2011, avait signé le projet de loi contre l'exploitation de l'offshore profond. Shell believe in values. Honesty, integrity and respect for people. Shell also believes in the fundamental importance of trust, openness, teamwork, and pride in what we do. Shell believe in principles. All companies have a systematic approach to health, security, and environmental management. In order to achieve continuous performance improvement, we continually look for ways to reduce the environmental impact of our operations, products, and services.
Shell companies aim to be good neighbours by continuously improving the ways in which we contribute, directly or indirectly, to the general well-being of the communities within which we work. Nous avons tous besoin de pétrole. Sans cette matière première, pas de mobilité. À eux seuls, les Européens consomment 2,5 milliards de litres par jour. On le sait peu, mais lors de l'extraction de pétrole, on extrait également du gaz naturel. Plutôt que d'utiliser cette précieuse matière première, on choisit généralement de la faire brûler, de la gaspiller et de la rejeter dans l'atmosphère où elle contribue au dérèglement climatique. Visiblement, pour les groupes pétroliers, seul compte l'argent rapide. La combustion de ce gaz produit chaque année 400 millions de tonnes de gaz à effet de serre. Autant que toutes les voitures d'Allemagne, de France et de Grande-Bretagne réunies. Dans des pays comme la Russie, le Gabon ou comme ici au Nigeria, les multinationales pétrolières font des affaires aux dépens des individus et de l'environnement. Des quantités incroyables de dioxyde de carbone sont rejetées dans l'air ici. C'est du gaz, et on l'enflamme. Tous les jours, 24 heures sur 24, sans arrêt. Vous voyez bien que Shell détruit notre village. Vous sentez la chaleur. Dans plus de 25 départements, 300 millions de tonnes de déchets radioactifs ont été abandonnés sans aucune surveillance, ou presque. Je prends une carte de crédit de mon portefeuille. Voilà, ainsi de protéger. Entre 1945 et 2001, les mines d'uranium françaises ont fonctionné à plein régime pour l'indépendance énergétique et nucléaire du pays. Mais quel est l'impact sur la santé des riverains ou des mineurs? J'ai remarqué que dans les anciens collègues, Pays-Bas, c'est des cartons. Pendant des années, les politiques ont ainsi abandonné tout contrôle sur ces déchets de l'industrie nucléaire. Il y a un mélange permanent des genres entre contrôleurs et contrôle. Multipliant même les tours de passe-passe législatifs pour évacuer le problème. On est où là? On est où? Dans l'Union soviétique ou on est en France? On est dans une dictature ou on est dans une démocratie? Malgré les rapports alarmants et la mobilisation de quelques citoyens, depuis 30 ans, rien n'a changé et rien n'est fait pour trouver une solution. Attendez, là il y a un truc qui va pas du tout dans ce pays. En Bourgogne, en Rhône-Alpes ou dans le Limousin, dans la moitié de nos régions, près de 300 millions de tonnes de matières radioactives sont dispersées dans les campagnes ou les villes françaises. Nous avons retrouvé des images inédites, tournées près de Limoges, en 1992, par un habitant de la région. On y découvre des camions chargés de résidus du traitement de l'uranium. Ils déversent ces boues radioactives dans une carrière abandonnée, sans autre précaution. Tous ces déchets ont été principalement abandonnés par le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, puis par la COGEMA, la Compagnie générale des matières nucléaires. De 1946 à 2001, ces deux entreprises contrôlées par l'État ont exploité 210 mines d'uranium sur le territoire français. Pendant 55 ans, elles ont fourni le combustible nécessaire pour alimenter nos centrales nucléaires et fabriquer nos bombes atomiques. Pour cette physicienne nucléaire réputée, le CEA et la COGEMA se sont crus tout permis. La COGEMA a stocké en catimini des déchets très radioactifs. En 1992, il a surpris des camions décharger ces fûts, qu'il a photographiés avant qu'ils ne soient enterrés. J'ai vu des camions qui arrivaient la nuit avec des stampilles de déchets radioactifs et qui balançaient tout là, dans cet endroit-là.
Officiellement, 176 000 fûts contaminés par le Yellow Cake, ce concentré d'uranium destiné à nos centrales nucléaires, ont été largués en pleine nature. Il y a eu toute une époque aussi, il y a tout un tas de fûts concassés ou pas, pleins ou pas, qui sont mis là, des milliers de fûts. Des milliers de tonnes de déchets radioactifs de nature inconnue que l'administration a laissé disparaître. Munis de ces preuves, les associations du Limousin ont décidé de porter plainte pour abandon de déchets, pollution et mise en danger de la vie d'autrui. Cogema devant le tribunal correctionnel de Limoges pour abandon de déchets radioactifs pendant les 50 ans où elle a exploité les mines du Limousin. En juin 2005, pour la première fois, la multinationale française du nucléaire se retrouve sur le banc des accusés au tribunal correctionnel de Limoges. À ce moment-là, les citoyens plaignants croient encore en leur justice. Nous prétendons qu'il y a véritablement un gros problème de pollution, un gros problème de déchets et il faut que la justice passe. 5 mois plus tard, c'est la consternation. Le 14 octobre 2005, la Cogema est relaxée. Elle sort du tribunal sans la moindre condamnation. Aujourd'hui, l'avocat qui soutenait les associations pense que la partie était perdue d'avance. Areva a profité d'une réglementation taillée sur mesure pour l'industrie nucléaire, un régime d'exception pour ces déchets radioactifs. Alors, la défense d'Areva, qui a été extrêmement efficace, a consisté à dire vous devez appliquer les règles du droit minier, qui sont encore une fois extrêmement favorables à l'exploitant, puisqu'elles sont faites pour permettre le développement de l'industrie minière. Donc on applique le droit minier, on applique le droit nucléaire, et la combinaison des deux fait que finalement on a une définition de déchets qui ne permet pas d'englober la plus grande partie de ce que l'on retrouve aujourd'hui dans la nature. Donc au final, officiellement à Bessines, il n'y a pas de déchets pour la justice. Alors officiellement, il n'y a pas de déchets effectivement dans le Limousin, c'est au-delà de Bessines. Il n'y a pas de déchets dans le Limousin aujourd'hui. Oui. Bah, écoutez, oui, ça pose un vrai problème. En France, le nucléaire est un domaine réservé, un précaré où les décisions ne se prendraient qu'au plus haut niveau, à l'Élysée. Nous allons vous raconter comment des ministres et des députés n'ont jamais eu leur mot à dire face à la puissante compagnie qui fournit à la France son combustible nucléaire. Comment la Cogema, devenue depuis Areva, a réussi à faire passer ces rejets radioactifs pour de vulgaires déchets domestiques. Notre histoire commence en 1991. Un ancien journaliste, Pierre Desgroppes, a été nommé à la tête du Conseil supérieur de la sûreté de l'information nucléaire. Cette année-là, il rend son rapport sur les dépôts de matières radioactives au ministre de l'Industrie, mais aussi de la Santé et de l'Environnement. Dans ce rapport, il consacre un chapitre aux déchets des mines d'uranium françaises. En 7 pages, Pierre Desgroppes pointe tous les dangers à venir, les quantités énormes de déchets, leur dispersion, et surtout il affirme que la radioactivité des résidus de traitement de l'uranium serait sous-estimée. Le résidu contient encore un peu d'uranium, mais surtout la quasi-totalité des descendants radioactifs de l'uranium, et en particulier le radium-226. Les résidus, ce sont ces millions de tonnes de boue radioactive rejetées dans les campagnes, comme ici dans le Limousin, et même dans certaines villes françaises. Selon Pierre Desgroppes, la dangerosité de ces résidus serait négligée par la Cogema et l'État. La réponse se trouve à l'Assemblée. En 1991, 6 mois après le rapport Desgroppes, la première grande loi sur la gestion des déchets radioactifs est votée à l'unanimité. Cet homme en est l'auteur. Malgré les mises en garde, la loi Bataille a fait l'impasse sur les déchets radioactifs des mines d'uranium. Pourtant, depuis 20 ans, ce député socialiste participe à la fabrication de toutes les lois sur le nucléaire. Il est censé connaître la question sur le bout des doigts. Est-ce que cette réglementation ne pose pas question? J'ai pas
en tête, par cœur, les termes de la loi. Si l'on prend un résidu des mines d'uranium et qu'on le pose sur un spectrogramme, on va s'apercevoir que l'activité radioactive de l'uranium est assez faible, mais que sur le spectre, le thorium et le radium, par contre, on voit une radioactivité importante. Mais je ne suis pas convaincu que ça ne soit pas pris en compte. Je vous l'assure. Je ne peux pas vous donner là maintenant de réponse précise, mais c'est à vérifier. Nous avons vérifié. Aucun article de cette loi ne prend en compte la dangerosité des résidus. Et le député n'a manifestement pas compris le problème. Quand on imagine que c'est un minerai dont on a extrait l'uranium, il ne doit pas rester grand-chose. Le thorium, le radium et tout ça. Et les enfants de l'uranium. Oui. Plus toxique que l'uranium. Oui. Oui. L'importance de la radioactivité des déchets des mines d'uranium aurait-elle échappé à Christian Bataille? À l'Assemblée, une ancienne députée du même camp politique a pourtant tout tenté pour changer la réglementation. En 1997, Michel Rivasi entre dans l'hémicycle. La COGEMA retraite sur son site de la règle des comptes. La nouvelle députée connaît parfaitement le dossier, car elle a participé 11 ans plus tôt à la création du laboratoire indépendant de la CRIRAD. Michel Rivasi va donc proposer de faire un nouveau rapport sur les déchets radioactifs. Et pour cela, il lui faut intégrer l'Office parlementaire des choix scientifiques, chargé de ces questions à l'Assemblée. À l'Office parlementaire, j'ai demandé à être saisi sur ce dossier de la gestion des déchets radioactifs. Et puis on m'a dit non, il y a le député Bataille, le député Ledéo qui s'en occupent depuis des années, ils sont compétents dans ce domaine, non, occupe-toi de la bioéthique. Alors non, je n'ai pas accepté, et je me suis bagarré, il a fallu que j'aille voir Laurent Fabius, il a fallu que je me bagarre vis-à-vis de certains députés du Parti Socialiste, et j'ai fini par l'obtenir. C'est donc contre son propre camp politique que Michel Rivasi se bagarre. Je vous remercie au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. En mars 2000, après 6 mois d'enquête, lorsqu'elle présente son rapport à l'Office parlementaire, une nouvelle surprise l'attend. D'habitude, tous les rapports, bon, ça se discute, il y a des amendements qui sont apportés, etc. Tandis que là, on m'a dit non, ton rapport, on l'accepte pas. Alors que je n'avais pas pris de position pour ou contre le nucléaire. Pour moi, quelle que soit la position qu'on a, moi je pense qu'il faut bien gérer les déchets radioactifs. Si vous voulez, il n'y a pas de discussion objective au niveau des députés présents, que c'est à haut niveau que ça se décide et que nous, on doit tout avaliser. 9 ans après le rapport des Gropp, le rapport Rivasi est à son tour enterré. La réglementation ne changera pas. La radioactivité des résidus reste sous-évaluée. J'ai demandé à l'OPRI, l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, qui était chargé de contrôler la radioprotection, c'est-à-dire l'aspect santé, comment ils faisaient leurs mesures. J'ai demandé d'abord à leur directeur, j'ai pas eu de réponse. Au bout d'un mois ou un mois et demi, j'ai envoyé un courrier, je n'ai pas eu de réponse. J'ai envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception, ce qui n'est pas dans les usages de l'administration, pour apprendre que l'OPRI ne faisait aucune mesure et qu'elle se contentait de celle que la COGEMA lui transmettait. Donc nous avons en fait un système dans lequel il y a un mélange permanent des genres entre contrôleurs et contrôlés. C'est-à-dire que ceux qui sont chargés du contrôle sont en réalité ceux qui sont chargés de faire en sorte que l'industrie du nucléaire n'ait strictement aucun problème de quelque nature que ce soit. Ça fait 20 ans maintenant, même plus de 20 ans, que 300 millions de tonnes, c'est pas rien, ont été disséminées dans 25 départements français. Ça veut dire qu'il y a plein de régions concernées. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est un problème grave qu'il faut prendre enfin à bras-le-corps? Non, c'est pas bien d'utiliser des résidus, des éléments excavés de mines, de ça ou d'autres choses d'ailleurs, mais c'est pas le seul sujet, pour faire des remblais, et de surcroît, à quelques endroits, on peut faire des quartiers à côté, un stade municipal, ou je sais pas quoi. Bon, moi, mon problème est assez simple, c'est récupérer le retard, être transparent, et pour prendre les mesures, avoir de l'information objective. Et en même temps,
et en même temps mon métier aussi, ma responsabilité, c'est d'être prudent dans tous les sens. Prudent, principe de précaution, et prudent pour qu'il n'y ait pas un affolement là où c'est pas objectivement justifié. Je me méfie des deux. On vous sent très concerné par le sujet, on sent que vous avez envie de prendre des décisions, mais vous savez ce que c'est quand on est dans les bureaux, on est parfois un peu loin de la réalité. La réalité, c'est ça. La réalité, ce sont ces bouts de résidus ou cailloux qu'on a rapportés des endroits où nous avons tourné. Donc vous les voyez, il y a le sigle nucléaire, je prends ça avec délicatesse parce que ça peut être dangereux. Je branche un Radex et on va voir ce que ça donne tout de suite. Donc vous entendez que le compteur crépite. Le compteur est en train de monter, il est à plus de 8, 9. Ça y est, il sature, le compteur est en train de saturer, donc on est bien au-delà des normes. Ça veut dire que si on reste autour de ce boîtier pendant un certain temps, il y a des risques non négligeables de cancer. Je ferme, boîtier plombé. Je ferme, c'est pas la peine qu'on prenne des risques et qu'on vous s'en fasse prendre. Ce qui nous a étonné, nous, c'est que ça, on l'a trouvé dans des sites où il y a des enfants qui vont jouer. On l'a trouvé au bord d'une rivière. Mais pourquoi on fait? On l'a trouvé près d'un parking, d'un truc de ski de fond. Donc vous comprenez, il y a des enfants qui vont là. Et pourquoi on n'a pas téléphoné ce jour-là que je viens de voir? Ah ben écoutez, on vous téléphone comme vous voulez. Mais non, mais attendez, mais voilà, c'est là. Faire ça dans un... Enfin, je veux dire... Non, mais c'est là, c'est là. Si vous m'expliquez que vous trouvez un produit dangereux... D'abord, vous avez une obligation légale, qui est l'article 40. Ouais. Hein, vous devez me prévenir, c'est une obligation, enfin, toute personne détentrice de l'autorité. Vous aurez dû aller immédiatement chez le maire, chez le procureur de la République, chez le ministre, dire, attendez, là, il y a un truc qui va pas du tout dans ce pays. Mais vous vous rendez compte que vous avez gardé ce secret? Mais non, pas du tout. C'est pas un secret, on vous le dit à vous, ministre. C'est encore plus important. Avec retard. Écoutez, moi les lobbies, ça fait des années que j'en entends parler, les lobbies qui nous empêcheraient de faire, qui nous empêcheraient d'agir. Il faut me donner un exemple.